à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bruxelles m'appelle. J'ai le plaisir d'avoir comme invité Jonathan Moussef. Salut. Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. On est juste devant le palais royal. C'est très animé, il y a beaucoup de circulation. Donc on va faire cette rencontre dans cette ambiance avec les avions qui passeront de temps en temps. Allez, tranquille. Alors, ma première question, est-ce que tu peux me dire comment toi tu t'identifies? Tu devais te présenter, comment tu te présenterais? Qu'est-ce que tu dirais de toi? Qu'est-ce que je dirais de moi? Mon prénom, enfin mes prénoms, oui. Jonathan, Moussef, à choisir. L'un dans l'autre, ça me va. Des fois je l'impose, mais là ça va, je peux choisir. Je dirais que je suis metteur en scène, je suis marocain, j'ai 32 ans, je suis français et marocain, qui vit en Belgique, à Bruxelles comme beaucoup. Et je dirais que je suis un homme et que j'ai beaucoup de familles belges, à Bruxelles notamment. On va parler un peu de ton parcours, mais d'abord peut-être de démarrer ta jeunesse. J'ai grandi, la plus grande partie de mon enfance je l'ai passé à Nice, même si j'ai vécu quand même un temps à Romans-sur-Isère. Je sais pas si tu vois où c'est près de Valence en France. Okay. C'est là où il y a eu pas mal d'histoires il y a 1 an et demi, 2 ans, avec des gens qui sont passés dans la ville en chantant des chants nazis et tout. Et c'est une ville qui a été mise sur la carte pour ça, quoi, en partie. Et puis parce qu'il y a un quartier qui s'appelle La Monnaie, qui est un quartier un peu chaud dans lequel j'ai grandi et dans lequel toute ma famille. Et qui est aussi un beau quartier pour plein de raisons. Et donc j'ai passé une partie de mon enfance là, puis après je suis arrivé à Nice peu de temps plus tard. Et là j'ai passé 10-11 ans je crois. Donc voilà, à Nice quoi. Dans une ville avec une disparité pauvre-riche, je sais pas comment dire, en forme de Porsche Cayenne enfoncé dans un CPAS, tu vois. Ouais, un truc un peu brutal comme ça. L'image est pas mal. Je sais pas, c'est un truc, tu vois, tu sortais du quartier, tu tombais sur des Lamborghini, quoi. Donc c'est un peu, voilà. Okay. J'ai grandi dans une des 2 cités de Nice, qui s'appelle Les Moulins. Okay. Et puis voilà, j'ai été élevé par ma mère. J'ai peu passé de temps avec mon père, un peu, mais peu. Et puis voilà, j'ai commencé le théâtre, j'avais je crois 13 ans, parce que comme je te disais, je suis metteur en scène, mais j'ai aussi beaucoup joué, enfin je suis aussi acteur, mais beaucoup moins maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as suivi ce chemin qui consiste à devenir justement acteur et metteur en scène aujourd'hui? Eh bien, comme beaucoup d'histoires d'entre nous, je crois que ça a commencé avec ma mère, qui m'a dit va t'inscrire au cours de théâtre parce que j'étais trop timide. Elle me disait que j'avais pas, que je parlais pas assez fort, que je continue à pas parler fort d'ailleurs, mais okay. À part sur scène. Mais ça va là, t'as des micros. Ouais, c'est très bien. non, mais ouais, je parlais pas. Enfin, elle disait que je parlais pas assez fort. Elle s'inquiétait un peu de la place que je prenais dans le monde, quoi. Et donc du coup, elle m'a dit va t'inscrire au théâtre. J'avais 13 ans et tout, puis j'ai commencé à faire du théâtre comme ça, et ça m'a vraiment plu. Je sais pas, c'était libérateur, plein de raisons comme ça. Et puis en fait, on a été un peu des petites stars comme ça dans notre collège, enfin notre secondaire, quoi. C'était un peu cool. On jouait devant tout un réfectoire, tu vois. Il y avait vraiment beaucoup de gens parce que c'était tous les élèves de l'école plus leurs parents. Et donc du coup, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Je me suis dit ah ouais, c'est vraiment bien. Moi, j'étais tout petit, j'étais tout sec, mais dès que je montais sur scène, c'était moins timide que dans la vie, quoi. Oui. Donc du coup, j'étais un peu content. Et donc j'ai fait des vaudevilles, beaucoup de choses. J'aimais bien faire rire, quoi. Donc des comédies. Ouais, c'est plutôt ça, quoi. Voilà, donc j'ai fait ça, et puis après je suis sorti du secondaire, je suis arrivé au lycée, enfin pas le secondaire, du coup je suis sorti du secondaire, je suis arrivé à la fac et tout, parce que je cherchais un truc à faire, et puis j'ai vu qu'à la fac il y avait du théâtre, donc j'ai dit allez, je vais aller à l'université. Et puis en partant de l'université, en fait je me suis rendu compte que l'université ça ne me menait pas vraiment à faire du jeu, alors que moi je voulais vraiment être acteur. Et à un moment, nous on n'y connaissait rien, parce que j'étais avec un de mes meilleurs amis. En fait, au quartier, on ne connaissait rien du théâtre. Enfin, c'est pas facile de trouver des liens. Personne ne t'explique vraiment comment ça fonctionne comme milieu, vraiment. Enfin, personne ne t'explique en fait. Du coup, nous, on se retrouvait, on savait jouer avec mon meilleur ami, et puis en fait, on ne savait pas comment professionnaliser notre art, quoi.
Mais donc du coup, nous, on s'était dit, ok, bah là, on va passer une école supérieure de théâtre, parce que ça marche beaucoup comme ça, pour rentrer dans une école supérieure. Surtout que la France, c'est vraiment un pays qui tient à ses diplômes et tout, donc il y a vraiment un truc élitiste comme ça. Donc on s'est dit, on va présenter le concours pour rentrer dans cette école supérieure, parce qu'on avait cherché sur Internet, et elle formait des acteurs et des actrices. Et surtout, l'école, c'était dans une villa qu'elle se faisait. Et nous, c'était le rêve, quoi. C'était une villa à Cannes, on s'était dit, on va être trop bien. Okay. Et donc du coup, on s'est dit, allez, vas-y, on va y aller et tout. On a préparé notre concours, franchement, 8 heures, je crois. Tout pété. Alors qu'il y a des gens qui se préparent pendant des années. Nous, on s'était vraiment dit, on va y arriver 8 heures. On a débarqué là-bas et ils ont été pas mal durs avec nous. Et du coup, là, on a commencé à se dire, putain, en fait, c'est pas le bon chemin. Enfin, on sait pas trop comment ça fonctionne, mais visiblement, c'est pas comme ça. Et donc, on a commencé à se poser des questions et tout. Puis on a croisé un prof, qui nous a dit... en fait, vous avez fait n'importe quoi et tout. Le passage obligé, c'est le conservatoire d'abord. Oui. Voilà. Je crois qu'en Belgique, on dit les académies. Oui. Et du coup, il nous a dit, voilà, faut d'abord aller là et tout. Et donc, on s'est dit, ok, on va passer un concours pour y aller. Donc, on y est allé et tout. Et on a passé le concours. Moi, je ne l'ai pas eu la première année, mais je l'ai eu la deuxième. Entre-temps, j'avais pris des cours avec un prof particulier qui était très chouette, un ami maintenant. Et qui m'a pas mal expliqué et tout, qui m'avait dit, voilà, je te donne des cours de théâtre, mais si dans 3 ans tu es encore à Nice, je te pourchasse, quoi. Okay. Il m'avait dit, si jamais je te forme, c'est pas pour rien, il faut que tu ailles faire quelque chose, quoi. Donc en vrai, voilà, je l'ai écouté, je suis rentré au conservatoire l'année suivante, puis en fait, je passais 2 ans au conservatoire. Première année, je failli me faire virer aussi. Parce qu'en fait, je crois que c'est des milieux qui sont trash, quoi, quand tu viens pas de cet endroit-là. Le conservatoire à Nice, il est sur une colline, la colline des plus riches, qui s'appelle Cimier. Il fallait 1h30 pour qu'on vienne de notre quartier avec mon meilleur ami pour arriver, parce qu'il y rentrer aussi. Pour arriver jusqu'à ce conservatoire, c'était un délire. Et puis là-bas, tu te faisais parler un peu comme une merde. Ouais. On t'expliquait un peu que t'avais pas, tu vois, que c'était pas ton endroit. Genre moi, je sais pas, je rentrais sur scène, on me disait, ouais, tu ressembles à Jamel Debbouze quand tu rentres sur scène. Tu ressembles au seul arabe qu'ils connaissent, quoi. Ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc du coup, c'était un peu chelou et tout, mais bon, tu te bats, quoi. Tu te dis, ok, je vais pas me laisser faire. Et donc, on s'est battu et tout. Et puis, 2 ans plus tard, il y a une meuf qui était là et qui me dit, moi, je vais partir à Paris pour aller continuer le théâtre. Moi, je savais par mon prof qu'il fallait que je parte. Je savais pas comment, je savais pas ce qui se passait, en fait. Encore une fois, j'ai eu de la chance. C'est bizarre, heureusement, j'ai rencontré cette personne-là qui m'a dit, ouais, tiens, en fait, moi, je vais à Paris et il faut rentrer dans les conservatoires d'arrondissement, c'est le mieux. On m'a dit, c'est le plus qualitatif. Et j'ai dit, ouais, c'est lesquels et tout. Et puis, il y en a, genre, je sais pas, 18, je crois, ou 17. Et elle m'a dit, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Et du coup, je me suis présenté dans celui-là, celui-là, celui-là. Je n'ai pas cherché à réfléchir. Je n'avais aucune question à me poser. Okay. J'étais là, je me suis dit, ok. Et j'ai suivi le délire et tout, et ça coûte cher, ces trucs-là. Enfin, le concours encore, ça va. Mais il faut y aller et tout. Donc, du coup, je décide d'aller m'installer à Paris, mais j'avais pas trop de thunes. Je suis arrivé à Paris, j'avais, je crois, 500 € peut-être à tout péter. Okay. Et ma mère, j'ai mon petit frère, ma petite sœur, ma mère, elle avait beaucoup de choses à charge. Elle pouvait pas trop m'aider pour ça, quoi. Donc c'était compliqué, mais c'était un peu une sorte d'aventure. En vrai, moi, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, ok, il faut que j'aille à Paris, je vais à Paris. Et heureusement, j'avais un de mes meilleurs amis de Nice qui était parti bosser à Paname. Et il m'a dit, viens, je te loge et tout. Encore une fois, en fait, les rencontres, quand t'as pas de... Tu dois avoir un capital. Ah, il y a des gens qui chantent. C'est beau, ça. C'est ambiance. Les chansons. Ça fait du bien. Ouais, non, c'était ouais, enfin je sais pas, j'avais un ami et ouais, encore une fois, c'est la chance, quoi. Il était là et il m'a dit, ouais, vas-y, je peux te loger le temps que tu passes les concours. Et j'ai présenté les concours un peu en mode rien à perdre et tout à gagner. Je me suis dit, en fait, je suis là, je savais pourquoi j'étais là, en fait. Je voulais y arriver et tout, c'était important. Puis j'avais un peu lâché beaucoup de choses, quoi, parce que j'avais utilisé mes dernières économies que j'avais économisées sur les bourses, parce que je grugeais la fac à ce moment-là. D'accord. Je sais pas si je dois le dire, ça. Non, c'est pour moi, pour pas qu'on me retrouve. Non, je grugeais la bourse à ce moment-là et tout. Et en fait, parce que maintenant, c'est légal d'avoir une bourse quand t'es au conservatoire, mais à l'époque, pas. Donc, du coup, j'avais besoin d'argent, quoi. Et en fait, je suis rentré, puis j'ai été pris dans les conservatoires et j'ai rencontré un autre prof qui, sur mon chemin, m'a aidé, qui s'appelait Eric. Le premier s'appelait Jacques, et du coup, Eric, il m'a pris dans son conservatoire et tout. C'était un type vraiment bien et il m'a vraiment fait bosser. Et lui, c'est pareil, c'était dans une optique de professionnalisation, quoi. Donc, une fois que ce concours réussi, il nous a tous pris en mode voilà, là, c'est pour bosser et tout. Il fallait que je trouve un logement, il fallait que je trouve un travail. Donc, en fait, j'ai cherché un logement, cherché un travail en même temps, j'ai réussi à trouver.
J'ai réussi à choper, je bossais en tant que prof, je cumulais avec Decathlon à un moment, j'avais un truc comme ça, puis en même temps je faisais du théâtre, j'allais au conservatoire, je préparais les scènes, puis après tu dois préparer les concours nationaux, et là c'est encore une autre épopée quoi. Parce que du coup il faut de l'argent pour aller faire tous les concours nationaux, parce que tu dois payer l'argent, enfin tu dois payer le billet pour tes partenaires de scène, toi, ou tu trouves des astuces parce que l'autre il passe le concours aussi donc il paye tout seul. Mais bref, du coup, tout est galère. Mais je n'ai pas passé beaucoup de concours nationaux en fait au final. J'en ai passé 2 ou 3, je crois. J'en ai réussi 2. Bah, l'un, c'était réussi. C'était réussi à moitié quoi. À l'ENSAT, où ils m'ont dit on aimerait bien te prendre et tout, ce serait cool, mais va plutôt à l'INSAS parce que sinon tu vas être malheureux ici. Okay. Et rappelle-nous si ça marche pas. Et du coup, je les ai pas rappelés parce que ça a marché. Je suis rentré à l'INSAS. Et alors, comment ça s'est passé à l'INSAS? Bah l'INSAS, c'était, je suis arrivé, le concours, je l'ai passé, c'était très fun, c'était vraiment un bon moment. D'ailleurs, c'est plutôt, parce que par rapport à la France, c'est quand même un autre délire quoi. Tu passes beaucoup de temps ici, mais c'est pareil quoi, c'était une deuxième, je partais sur une deuxième tentative d'installation dans une autre capitale. Donc c'était un autre délire, j'avais plus d'argent parce que j'avais économisé quand même pendant plusieurs années, je passais 4 ans à Paris. Et du coup, j'ai encore dû gruger un truc. J'ai grugé Decathlon cette fois-ci, c'était un peu un délire. J'ai aménagé mes horaires pour que, bref, c'était une histoire compliquée. Mais voilà, du coup, je suis arrivé et j'ai encore rencontré des gens vraiment chouettes. Vraiment, c'était cool parce qu'ils m'ont ouvert leurs portes et tout. Parce que mon meilleur ami m'a permis de loger chez lui pendant un moment, en fait, après le concours. Et pour un moindre prix, moindre coût, quoi. Et là, ici, pareil, des gens aussi qui m'ont ouvert leurs portes et tout, qui m'ont permis de vivre pendant un temps pour trouver un appartement, tout ça et tout. Et je passais le concours, j'ai été pris. Bah, à l'INSA, c'était chouette. Moi, cette école, en fait, je l'ai adorée. On a eu une petite rupture d'entente à un moment. Mais en soi, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le temps que j'y ai passé, c'était vraiment on était dans un bâtiment c'est une école typiquement belge, on était dans un bâtiment qui est typiquement belge, si je puis me permettre. Franchement, c'est la beauté de cette ville. C'est quoi un bâtiment typiquement belge? C'est un bâtiment où tu as l'alarme incendie, elle est scotchée, tu vois. C'est un délire comme ça. Mais tu peux donner cours dedans, tu vois. Ok, je savais pas. En France, il y a trop de rigidité pour que tu puisses faire un truc pareil, quoi. Non, ils peuvent se permettre cette folie. Il y a une folie en tout cas. Que j'ai retrouvé parce que moi quand j'étais gamin tous les étés j'allais au bled comme beaucoup de Marocains et de Marocaines et je retrouvais ma famille belge, bruxelloise et du coup tous les étés j'avais l'accent de Laken. Ouais. J'avais cet accent là et ma mère elle supportait pas, je pense. Ça l'énervait de fou, mais du coup j'ai retrouvé un peu cet environnement là, cette ambiance là. Alors tu sors de l'INSAS? Ouais, je sors de l'INSAS. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu sors de l'INSAS? Moi j'avais fait un spectacle à l'INSAS qui s'appelait Le Sbeul. Ouais, c'était un spectacle qui traitait beaucoup de la question de l'identité, de la décolonisation. Et donc du coup on a fait ce spectacle-là et donc à partir de là on a fondé un collectif qui s'appelle Le Sbeul. Est-ce que tu peux en dire un peu aussi, nous parler un peu de ce collectif? C'est un collectif du coup qu'on a formé, du coup je te disais de ce spectacle-là. C'est moi qui ai choisi le nom parce que ça vient de l'argot, ça voulait dire foutre le bordel, foutre le bazar quand j'étais gamin. Et donc du coup j'avais envie de faire un collectif qui théâtralement puisse foutre le sbeul, c'était un peu l'idée. Et donc donc on a fondé ce collectif. Et l'idée c'était vraiment d'aborder les questions de racisme mais frontalement quoi. En fait j'ai vu trop de spectacles où c'était soit mal abordé, soit violent même. Enfin, c'est-à-dire plus que mal. Pour moi, c'est vraiment... ça devient trash, quoi. En fait, ça fait l'inverse de ce que c'est censé faire. Au lieu de dénoncer le racisme, ça en crée. Ou alors pire, au lieu d'essayer de nous aider, ça nous insulte. Ça me mettait pas mal en colère et j'avais envie de faire un truc avec des gens qui me ressemblent, donc des personnes qu'on dit indigènes, racisées, décoloniaux, afrodescendants, descendantes, qui étaient, décoloniaux c'est pas forcément afrodescendantes, mais en tout cas afrodescendants et descendantes, quoi, des gens qui étaient concernés par le sujet et qui venaient et qui pouvaient le traiter avec moi de façon honnête et franche et directe et artistique. Ça c'était l'idée. Et donc on s'est réunis un peu sur cette envie-là, quoi, de donner le pouvoir et la parole aux nôtres, quoi, tout simplement. Et donc le spectacle s'est bien passé. À l'école, il a été dans un premier temps mal reçu, c'était un peu difficile de lui donner un espace, mais on a été fort soutenu, puis dans un deuxième temps, on a été soutenu par l'école, quoi.
Ça, c'était un peu le truc chouette, quoi. Si on était resté sur un désaccord, ça aurait été chiant. Je pense que la communication, elle a été fragilisée à ce moment-là, quoi qu'il arrive. Mais bon, il y a eu cet après-là, quoi. Mais donc, dans un premier temps, c'était un peu dur. Mais on a eu du coup, par contre, beaucoup de soutien de la communauté, des gens qui ont regardé le spectacle, des spectateurs et spectatrices, et notamment de personnes qui ont, encore une fois, des rencontres qui ont été chouettes, qui nous ont mis sur des réseaux où on a pu être connectés, se retrouver dans des programmations, des gens qui entendaient parler de nous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le bouche à oreille a fait le travail de diffusion qu'un théâtre doit faire ou qu'un spectacle doit faire tout seul, quoi. Nous, on n'avait pas d'argent et tout en soi, dans les premiers temps, donc du coup, c'était cool d'avoir ça, bouche à oreille qui se... Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un appel d'air, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin et un désir d'exprimer des questions de racisme et de le faire d'une façon, je sais pas comment dire, appropriée, empouvoirante, quelque chose qui te galvanisait, quoi. Voilà. Et ça, c'est le but de notre collectif, encore aujourd'hui. D'accord. Là, ensuite, il y a eu le spectacle Salam Alaikum. Ouais, dans un deuxième temps. Ça, c'était pareil, en sortant d'école, en fait, je fais un dossier pour avoir une subvention d'État de la cave. Ils ont vraiment des noms claqués, la cave, c'est un peu abusé. Mais avant, ça s'appelait la CAPT. Voilà. Et donc, du coup, commission des arrivants, quoi. Et donc, j'ai déposé, enfin non, je n'ai pas déposé, en fait, j'ai écrit le dossier et je l'ai envoyé au théâtre de la Balsamine et au théâtre du Rideau. Et avant ça, le théâtre de la Balsamine, j'avais déjà rencontré le théâtre de la Balsamine, j'avais même rencontré la directrice du théâtre du Rideau. Et c'était vraiment cool parce que, en fait, moi, j'ai jamais voulu tricher sur ce que j'étais ou ce que je faisais. Ça m'intéresse pas. Donc en vrai, je leur ai parlé très franchement à ces deux théâtres. Et pour le coup, les deux directions étaient prêtes à m'entendre. J'étais à un endroit qui était cool. Donc en fait, ils m'ont dit reviens vers nous quand tu as un dossier. Je suis revenu vers eux et elles. J'ai envoyé le dossier et du coup là ça a découlé sur une entente avec le Rideau, notamment la Balsamine aussi en soutien. Mais du coup le Rideau qui a fait la production déléguée du spectacle et qui a soutenu la production du spectacle. La Balsamine aussi, elle nous a permis de répéter et elle nous a apporté aussi des C'était le spectacle d'ouverture du de la Rideau saison précédente. Ouais, ça. Qui a eu quand même un franc succès. Ça s'est bien passé, alhamdoulilah, ouais, ça s'est bien passé. Et pour parler de deux sujets, c'est en effet la notion du public. Quel genre de public vous touchez? Et par rapport à ces thématiques qui sont très ancrées sur les questions coloniales, le racisme, etc. Et comment c'est réceptionné par les institutions culturelles ou la presse? Je ne sais pas dire pour le Sbeul parce que le Sbeul, en fait, on a été beaucoup dans une niche, quoi. Une niche militante presque. Pas que, mais principalement. Et donc, du coup, je ne sais pas dire, au niveau de la presse, c'était de la presse militante. Donc, en vrai, ils étaient plutôt contents et contentes qu'on prenne la parole et tout. Salam Alaikum, c'était plus, ça touchait plus large, puisque c'était dans un théâtre, c'était institutionnalisé à un moment. Donc, du coup, c'était autre chose. Et là, la presse était plutôt cool. Nous, en fait, le premier spectacle, on a voulu dire, ok, qu'est-ce qui se passe si, en fait, nous, en tant que racisés, c'est plus tu te poses la question de savoir si on a notre place dans la société, c'est nous, on te dit, en fait, on va partir. C'était ça le postulat de base du spectacle. On dit, ok, on divorce. Tu veux réfléchir si on a vraiment une place parmi les tiens, les tiennes, je sais pas quoi, machin chose. Nous, on te dit, on bouge, tu fais ce que tu veux après, tu regardes un peu. Et donc ça, c'était le premier postulat. Et le deuxième postulat, c'était, en fait, on s'est dit, ok, on va faire un spectacle, mais cette fois-ci, on va pas dire on bouge. On va dire, en fait, on va rester, mais c'est nous, on va créer ce qui va se passer. On va le transformer, on va créer, on va imaginer le futur, on va te faire une proposition. Si tu es capable de l'accepter, on va faire le futur ensemble. Mais cette fois-ci, du coup, c'est nous, on est moteur et motrice de ce changement-là. Et là, c'était le public qui était cool parce que c'était mélangé en fait. Au début, tu as principalement des gens de théâtre qui viennent au spectacle. Puis en fait, au fur et à mesure, de par le titre, de par le bouche à oreille, de par la médiation, de par je sais pas quoi, d'un seul coup, tu as plus de gens racisés qui viennent, tu as des gens racisés qui reviennent. Ça nous touche quoi, parce qu'on se dit, ok, t'as des gens qui reviennent nous voir et qui disent, ouais, en fait, je vais jamais au théâtre, mais ta pièce, je l'ai bien aimée, tu vois. Et ça, c'est cool, parce qu'on se dit, ok, on fait ce qu'il faut, tu vois, artistiquement. On parlait beaucoup du Maroc, donc il y avait beaucoup de la communauté marocaine qui est venue voir le spectacle et qui était intéressée. J'ai vu des jeunes, qui venaient et qui revenaient les autres soirs, mais sans payer. Genre, ils trouvaient des manières de rentrer dans la salle. Ils ont trouvé la combine. Ils trouvaient une manière de rentrer dans la salle pour juste voir le spectacle et tous les soirs, ils ramenaient un autre pote.
Et ça, je me suis dit, bah ouais, c'est ça. C'est ça que je veux. Moi, j'ai toujours voulu que ce soit les jeunes du quartier, de mon quartier d'enfance. Et quand je dis mon quartier d'enfance, je parle de tous les quartiers. Il y a des points communs, en fait, dans ces espaces-là. Et dans cette migration, la migration belge et marocaine notamment, belge et française n'est pas la même et n'a pas la même histoire, mais il y a une racine qu'on retrouve qui est la colonisation d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, il y a un truc au niveau de l'intégration occidentale et tout ça et tout qui se pose. Et donc en fait, tu te rends compte que artistiquement, il y a des liens. Puis, de toute façon, notre équipe est à moitié belge, donc en fait, elle est majoritairement belge. Si tu devais parler de Bruxelles, tu en dirais quoi? Pour moi, c'est une ville magique en vrai. C'est un peu... Franchement, moi, je suis un fan absolu de Bruxelles. Pour moi, c'est une ville qui appartient à ses citoyens et ses citoyennes. Jamais suffisamment, on va me dire, ce qui est vrai, sans doute. Mais moi, je viens de Nice. C'est une ville qui t'appartient pas. C'est une ville, elle appartient aux caméras et aux keufs, donc, et aux politiques. Ça n'a rien à voir. Je pourrais jamais retourner chez moi au bout d'un moment. À force d'en dire du mal, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est une ville qui a sa maladie, en fait. Et Bruxelles, je trouve que c'est une ville qui est vivante. Enfin, elle a quelque chose de... dans sa multitude, dans sa folie, dans ses pavés qui s'alternent avec des trottoirs bien faits, dans ses... Je sais pas, il y a un truc comme ça qui me fascine, et aussi dans sa manière qu'elle incite les gens à cohabiter. Il y a un truc, ouais, du compromis peut-être, hein, c'est peut-être un cliché, mais il y a un truc de ce compromis-là que je trouve qui se dégage de la ville, où tu te dis, ok, t'as l'espace d'exister. Et moi, c'est un sentiment qui m'a rarement traversé. Avoir le sentiment de pouvoir transformer son environnement et exister, c'est une chose que j'ai peu ressentie dans mon enfance et dans ma vie de manière générale. Et à Bruxelles, j'ai voulu créer des spectacles qui racontent ça, qui transmettent ça. La possibilité d'influencer son environnement. Et je pense que ça vient aussi de Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est ça pour moi. C'est une ville qui peut t'empouvoirer à cet endroit-là, quoi. Ouais, voilà, là, sa folie, tu vois. Je sais pas si ce que j'en dis est mauvais ou pas, parce que je suis pas bruxellois et donc je me sens parfois illégitime d'en parler, mais en tout cas, j'ai le droit de l'aimer, ça par contre, c'est sûr. Ça, tu peux pas me l'enlever quand il arrive. Et j'ai connu quand même quelques villes dans ma vie, donc je peux en parler au moins par comparaison. Et je trouve qu'elle a cette chose-là. Et elle m'a ouvert les portes, et elle m'a aidé, et elle m'a permis de faire beaucoup de choses. Et dans toute cette folie et ces choses qui se passent simultanément et de manière organisée, désorganisée de ça, je trouve toujours un espace pour t'exprimer ou créer quelque chose. Et ça, c'est intéressant en vrai, tu vois. C'est-à-dire que tu dis du chaos, tu peux trouver un endroit où t'insérer comme ça. Ça, j'aime bien. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est moi, merci à toi, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour nous, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité.